Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le retour du grand bain de la vie locale en direct à 17h à l'horloge de Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir de vous retrouver après quelques semaines de repos, de sommeil pour les émissions de Radio Grand Lac. C'était la période estivale et vous avez bien compris que tous nos animateurs et toutes nos animatrices ont eu le droit à quelques jours de congé. Mais ça y est, ils sont tous bronzés, ils sont tous reposés. J'en ai un qui est en face de moi là que je vous présenterai dans quelques secondes, qui arrive d'Italie, qui arrive du bord de mer, et je peux vous dire qu'il est reparti pour une saison avec le grand bain de l'écho. C'est mon ami maître Benjamin Béroux. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu Benjamin? Formidablement bien, après un bel été, et puis on repart sur les chapeaux de roue. Alors, tu es avec moi aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale. Tout à fait. On va saluer aussi celle qui a la technique, ma complice et amie Sandra, qui n'est pas très bronzée. Mais qui a quand même dû partir un petit peu en vacances. Voilà, en tout cas, elle a son sourire le même qu'elle avait avant de partir, donc elle a l'air d'être heureuse et de reprendre en notre compagnie cette belle aventure du grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac 92 points et également en DAB. Benjamin Béroux, cher maître, nous avons aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle saison, une invitée de choix. C'est la première fois, je crois, dans les annales de Radio Grand Lac que l'on a une ancienne ministre qui est avec nous, qui est maintenant députée de la Savoie, qui a été députée de la première circonscription de la Savoie. Cette circonscription qui regroupe plusieurs cantons, Aix-les-Bains 1, qui est en gros l'Albanais, et puis le nord d'Aix-les-Bains, Aix-les-Bains 2, qui est un peu le centre d'Aix-les-Bains, Tresserre, et puis le sud d'Aix, le canton du Bugey-Savoyard, qui regroupe la Chautagne et une partie de l'Avant-Pays, le canton de la Motte-Servolex, qui vient un petit peu contre Aix-les-Bains et qui touche bien sûr l'agglomération chambérienne, et le canton de Pont-de-Beauvoisin, avec le reste de l'Avant-Pays, avec cette partie de la Chartreuse, là-bas, les Échelles, etc., etc. C'est une circonscription importante, dynamique, attractive, et la députée actuelle n'est ni plus ni moins que Marina Ferrari, ancienne ministre, on va en parler aussi, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première question, Marina, quand on se croise, on se dit tu. Madame la députée, Madame la ministre, comment est-ce qu'il faut qu'on vous appelle, Marina ? Alors d'abord bonsoir à tous les deux et merci pour votre invitation. Moi je suis ravie de faire cette rentrée à vos côtés. À Aix-les-Bains et sur la circonscription en général, on se contente de dire Marina. Voilà, parce que c'est un peu ma patte, c'est la proximité et j'aime pas trop les fioritures. D'accord, donc on va vous appeler Madame la ministre si vous êtes bien. Non, on va m'appeler Marina et puis le tutoiement pourra s'inviter, ça me pose aucun problème. Marina, alors je vais avoir un petit peu de mal pour le tutoiement, mais peut-être que ça viendra au cours de l'interview. Donc vous êtes aixoise, vous avez fait vos études à Aix-les-Bains. Également dans une des plus grandes communes de Savoie qui est partenaire de Radio Grand Lac, vous avez de grandes attaches, c'est Saint-Ours. On salue bien sûr le maire de Saint-Ours et les élus qui nous écoutent. Puis également à Annecy, vous avez été au collège Garibaldi à Aix-les-Bains, vous êtes parti au Mexique avant d'obtenir votre baccalauréat au lycée Marlioz à Aix-les-Bains. Oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille d'entrepreneurs et une famille de gens, j'ai envie de dire, parfois un peu originaux, mais ça fait aussi le sel de la vie. Et donc j'ai une maman qui en 1988 a décidé de s'expatrier au Mexique pour ouvrir des salons de coiffure, puisque ma maman était coiffeuse professionnellement. Et donc j'ai eu la chance de vivre un an d'expatriation en étant élève pour ma première au lycée franco-mexicain à Mexico, dans le Distrito Fédéral. Voilà. Et votre maman, bien sûr, que l'on embrasse si elle nous écoute. J'espère qu'elle nous écoute. Après un court passage à l'Université Savoie, vous avez été admise à l'école des hautes études internationales et politiques à Paris. Oui. Où vous avez été pendant 4 ans et vous en êtes même sorti major de promotion. Oui. Diplômé d'un 3e cycle en relations internationales et défense. Oui, c'est quoi ce 3e cycle? Alors ça, c'est un peu original. En fait, c'est une école qui était très axée en sciences politiques, mais sur les relations internationales, comme son nom l'indiquait. Et puis, dans le cadre du cursus, forcément, on voyait les questions géopolitiques et les questions géostratégiques. Et donc, je me suis rapidement passionnée pour toutes les questions liées à la défense nationale, notamment, et aux marines de guerre. Bon, allez savoir pourquoi. C'est peut-être la proximité des lacs, du lac du Bourget, des rives du lac, qui m'avait inspirée sur la marine. Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, je me suis
suis passionnée pour ce sujet pendant de nombreuses années. J'ai fait 2 mémoires sur ce sujet. C'était en plein moment de la restructuration de ce qu'on appelait la direction des constructions navales à l'époque, qui était un sujet majeur pour l'avenir de la marine française. Et donc voilà, j'ai longtemps espéré m'engager. Et puis après, j'ai fait un choix de femme plus tard en rentrant dans ma vie active. Je ne me suis malheureusement pas engagée dans l'armée, mais j'ai toujours gardé un attachement particulier à nos forces françaises. Ensuite, vous avez intégré l'université Paris 5 pour suivre un diplôme d'études approfondies de sciences politiques et de prospective internationale. Oui, alors toujours pareil dans cette optique de relations internationales. La prospective, en fait, c'est cette science qui nous permet de voir comment vont évoluer les rapports internationaux. Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on mélange à la fois des mathématiques appliquées aux sciences humaines. Donc j'ai travaillé sur la théorie des jeux, etc., etc. Et c'est beaucoup évidemment de tout ce qui touche à la diplomatie. Donc ça a été passionnant. La géopolitique, la diplomatie. La géopolitique, la diplomatie. Et à l'époque, ce 2A était dirigé par quelqu'un qui était très important, qui est maintenant malheureusement décédé, qui était le professeur Casson. Voilà. D'accord, donc vous auriez toute votre place peut-être au Quai d'Orsay prochainement. Oui, bon. Vous avez obtenu enfin un premier stage de 6 mois à l'Institut des hautes études de défense nationale, oui. Puis un second au bureau d'études et de prospective de l'état-major de l'armée de terre, encore dans l'armée. Oui. Ces études se terminent après un passage à l'université Lyon 3 en suivant les enseignements d'un DEA de droit option relations internationales et défense. Absolument. Il y a de quoi dire en ce moment. Oui, il y a du boulot en ce moment et je n'ai jamais regretté d'avoir pris cette orientation dans mes études parce que déjà le champ des relations internationales vous ouvre au monde, aux autres, à la connaissance des cultures, des enjeux géopolitiques économiques mondiaux, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde qui est mondialisé, donc il faut comprendre tous ces enjeux. Et puis par ailleurs, comme je vous le disais, j'ai cet attachement à la souveraineté nationale, aux questions de défense nationale. Tout en étant européenne convaincue. Tout en étant européenne convaincue. Pour moi, les deux sont extrêmement liés et dans la période que l'on connaît actuellement au niveau géopolitique, on voit bien que c'est aussi au niveau européen que nous avons à travailler cette question de souveraineté et d'indépendance, notamment en matière de défense. Vous suivez un peu la trace d'un de vos mentors dont on parlera dans quelques secondes, patriote et européen, Michel Barnier. Absolument. Ça va très bien ensemble. Oui, tout à fait. Enfin, donc, vous êtes élu à Aix-les-Bains, vous avez été vice-présidente du département, et puis, donc, secrétaire d'État chargé du numérique dans le gouvernement de Gabriel Attal et ministre délégué à l'économie du tourisme dans le gouvernement de Michel Barnier, lui-même élu savoyard s'il en est. Marina Ferrari, la situation politique nationale est difficile, est incertaine, est quasiment jamais vue. Parce que même si on remonte dans les crises politiques du XXe siècle, quand même pour en arriver là avec un parlement, une assemblée qui est à un tel point bloquée, même sous la 4e, je me demande si on en est à ce point-là, ça devient inquiétant. Quel est votre point de vue sur la situation nationale actuelle? On rentre directement dans le dur, là. Ah oui, on rentre dans le dur, c'est le cas de le dire. Je crois que le terme a été employé, la situation est inquiétante. La situation, elle est inquiétante politiquement, j'y reviendrai, mais elle est surtout inquiétante économiquement et financièrement pour la France. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans portent une responsabilité. Je me mets aussi dans le lot que tous les parlementaires, nous portons une responsabilité qui est celle du déficit public et de l'état d'endettement de la France. Qui fait qu'aujourd'hui, on est sous le risque d'être pénalisé puisque si nos créanciers ne nous font plus confiance demain, et on le voit, nos taux d'intérêt ont déjà augmenté. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la France, on emprunte à des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ceux de la Grèce. Ce qui est quand même un indicateur qui devrait nous alerter. Donc la France pourrait être en situation de quasi-banqueroute si nous ne faisons rien. Alors bien sûr, moi j'assume des responsabilités qui ont été prises par le passé. Ça fait, quand on regarde l'évolution de la dette française, entre 2005 et 2015, plus 1000 milliards de dettes, entre 2015 et 2025, plus 1000 milliards de dettes à nouveau. Alors tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit des politiques qui ont été conduites, parce que on fait de plus en plus de social en France, on a ouvert de plus en plus d'aides, que ce soit aux entreprises, aux personnes, on a investi dans certains champs, et puis on a affronté des crises. C'est un peu l'État-providence. Et puis on a eu aussi à traverser des crises qui sont importantes, la crise des subprimes sous notamment la présidence Sarkozy, la crise du Covid, on a eu les gilets jaunes juste avant le Covid, puis le Covid, puis la crise ukrainienne, puis la crise énergétique qui en a découlé, etc. Je ne suis pas en train de tout excuser, mais quand même, quand aujourd'hui on est sous le feu un peu des critiques que je peux entendre et qu'on nous dit mais enfin tout ça c'est de votre responsabilité. Pendant le Covid par exemple, fallait-il ne pas aider nos entrepreneurs? Oui, bien sûr. Fallait-il ne pas faire le quoi qu'il en coûte? Moi j'assume
que les gouvernements successifs ces dernières années face au Covid aient fait le quoi qu'il en coûte. Je l'assume. Par contre, c'est évident qu'à un moment, il faut sortir de cette politique et il faut qu'on se réaligne pour retrouver des marges de manœuvre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si demain la France est en cessation de paiement ou si on se retrouve dans une situation financière qui est trop délicate, nous n'aurons plus de marge de manœuvre pour investir utilement pour la décarbonation de nos activités, pour nos infrastructures, pour notre école, pour notre santé, etc. Et on voit qu'on a quand même aujourd'hui une crispation économique et financière qui fait qu'on est en situation de grande fragilité. Quand on parle de souveraineté, si je monte encore d'un échelon, pour qu'on ait une vision plus globale, si demain on est sous la menace de nos créanciers qui pourraient nous couper le robinet, finalement, on sera plus décisionnaire de notre propre destin. Donc, je crois qu'on a l'impérieuse nécessité et que c'est aujourd'hui une obligation morale vis-à-vis des générations futures ou vis-à-vis de la France de conserver nos marges d'action, donc de faire des économies, de produire des efforts pour que demain nous retrouvions une économie saine, des finances saines pour pouvoir réinvestir. Je crois qu'on le doit à nos enfants. Alors moi, je suis très à l'aise parce que j'appartiens à un mouvement politique qui défend cette idée depuis 2007. La dette a toujours été le point central de ce que nous avons défendu. Parfois avec des positions orthogonales. Moi, j'ai été élu député en 2022. Oui. Je fais partie d'un groupe parlementaire. On a été les premiers à parler d'une taxation sur les superdividendes dès 2022 face à la crise à laquelle nous étions confrontés. En disant, il faut que tout le monde contribue à cet effort, y compris les gens les plus aisés ou ceux qui ont des plus gros patrimoines doivent contribuer à cet effort. Ça n'a pas toujours été très bien reçu. On nous a même appelé les punks du modem à un moment au sein de l'Assemblée nationale parce que par rapport au reste de la majorité, on avait une position qui était un peu orthogonale. Mais moi, je le défends. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont compris ce moment de vérité qui est devant nous. Quand je discute sur le marché d'Aix ou même dans l'avant-pays, encore ce week-end, j'étais aux Entremonts, j'ai discuté avec de nos concitoyens qui ont conscience de la difficulté dans laquelle nous sommes, qui ont conscience qu'il faut produire un effort, qui sont prêts à le faire, mais en revanche, ils veulent, et ils ont raison, que cet effort, il soit juste, c'est-à-dire que tout le monde contribue à due concurrence de ce qu'il est capable de faire, et que vraiment ceux qui ont aujourd'hui le plus de moyens contribuent un peu plus que les autres. Et c'est dans cette optique que moi je travaillerai ce budget comme nous l'avons toujours fait au sein de mon groupe parlementaire. Alors le budget, on en parlera donc, Benjamin Bayrou nous en parlera dans quelques minutes. On voit bien que nos institutions de 1958 qui étaient censées fonctionner, qui fonctionnent bien, sont peut-être à bout parce qu'elles étaient faites pour un homme, pour des hommes, et ces hommes, on ne les a plus. Alors on a les politiques que l'on mérite, bien sûr, ça évolue avec notamment les réseaux sociaux ou le zapping, ou maintenant on zappe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on parle peut-être d'une dissolution prochainement. Certains disent il faut que le président de la République parte. Ça ne réglera rien. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a une dissolution, qu'on trouve le même Parlement? Est-ce qu'il faut mettre en place l'article 16? Est-ce qu'on est au bout d'une vie politique? Est-ce qu'on est au bout d'un État unitaire? Est-ce qu'il faut décentraliser? Est-ce qu'il faut donner un peu d'oxygène aux collectivités locales, aux régions, aux départements, et leur donner un peu plus de pouvoir pour que ça aille mieux, quoi. Est-ce que notre pays va pouvoir être sauvé? Alors moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Il faut être lucide sur le constat. Je pense qu'on est tous aujourd'hui lucides sur ce constat. Maintenant, il faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup de choses dans la question. D'abord sur les institutions. Moi, l'illusion de dire on va créer une 6e République, ça va tout remettre d'équerre, je n'y crois pas. La nôtre est tellement bien. Voilà. En même temps, on a un peu les mêmes lectures, donc voilà. Mais je pense que la 5e République, effectivement, a un fonctionnement qui est très bien fait. Depuis 2022, d'ailleurs, on expérimente à peu près tout ce que rend possible de faire notre Constitution. Moi, j'ai un cours de droit constit accéléré depuis 2002, depuis que je suis à l'Assemblée. Donc, elle est bien parce qu'elle permet quand même au pays d'avoir une certaine stabilité, même si on voit bien qu'on est dans une zone de turbulence. Donc, moi, je suis pas partisane d'une 6e République parce que d'abord, le contexte politique fait qu'on aurait, à mon sens, pas plus d'instabilité ou de stabilité que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, la 5e République, elle a été pensée par un homme dans une situation particulière, mais finalement, on voit qu'elle résiste à l'épreuve du temps. Quand on parle du 49.3 comme disant c'est un truc antidémocratique, pas du tout. C'est un outil prévu par la Constitution qui permet à la France de se doter d'un budget quoi qu'il arrive, parce que si on n'a pas de budget, on paye pas nos enseignants, on paye pas nos infirmières, on paye pas nos fonctionnaires, on paye pas, voilà. Donc il faut quand même qu'on puisse se doter d'un budget. Donc voilà, il faut, je pense que dans le débat actuel, il faudrait faire davantage de pédagogie autour de notre Constitution aujourd'hui, finalement les Français se réapproprient les outils constitutionnels pour mieux comprendre comment se déroule le débat public.
de ce point de vue, depuis 2022, comme on la martyrise bien, cette Constitution, je pense que les Français commencent à bien connaître les différents outils qui sont à la main des gouvernements successifs ou du Parlement. Autre question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation politique, on est dans une phase, on a d'abord connu une phase de décomposition, puis des récompositions, et je pense qu'on n'est pas encore au bout de cette recomposition. D'abord, il y a eu deux blocs traditionnels, droite-gauche, qui pendant des années ont régi la vie politique française, avec toujours en appui un bloc centriste qui existait depuis très longtemps. On va pas remonter à l'époque de l'UDF et du RPR. Même avant. Et puis, finalement, ce bloc central qui s'est constitué à partir de 2017, donc, et qui a réussi à casser un peu ce que nous, on a toujours prôné, cette dichotomie droite-gauche. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a cette tentation avec les deux extrêmes qui remontent extrême droite, extrême gauche, d'à nouveau cliver la société en deux camps. Or, je peux me tromper, mais les deux élections législatives que nous avons passées n'ont fait que confirmer le fait que finalement, on était sur une tripartition de la vie politique et qu'on n'était pas encore arrivé de nouveau à une bipolarité de la vie politique. Donc, on pourrait aujourd'hui changer notre constitution, mais à mon sens, ça ne changera pas la réalité politique du terrain. Et je crois que d'une manière générale, alors après je peux me tromper, mais les Français, en fait, s'en moquent un peu de savoir si on est de gauche ou on est de droite. Ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Oui. Voilà. Oui. Ils veulent qu'on sorte le pays de l'ornière dans laquelle nous sommes. Et donc je pense qu'ils ont besoin d'un discours de vérité avant tout de discours engagés ou populistes, parce en ce moment ça fleurit beaucoup les discours populistes. Voilà, il faut qu'on leur donne le cadre, l'horizon. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec Michel Barnier à l'époque, donner un horizon, dire nous avons des efforts à produire, ça va durer tant de temps, mais derrière voilà vers quoi on va tendre. Je pense que les Français sont prêts à l'entendre. Donc vous avez été ministre de Michel Barnier, de Gabriel Attal. Est-ce que c'est simple de dire oui quand on nous propose d'être ministre avec une telle situation politique? Est-ce qu'on dit oui tout de suite ou on... Alors on dit alors bon, déjà moi je considère que quand on est appelé au gouvernement c'est un honneur que de pouvoir servir son pays. Voilà, mais on y réfléchit quand même à deux fois. Alors bon, souvent, alors c'est peut-être le mal qui est un peu plus féminin, on souffre un peu du syndrome de l'imposteur quand on est une femme. Donc la première question qu'on se pose c'est suis-je légitime, ai-je bien les compétences pour, etc. Bon, il se trouve que quand Gabriel Attal m'appelle pour être secrétaire d'État en charge du numérique, moi j'ai fait une carrière pendant 12 ans dans le numérique. Peu de gens le savaient à l'Assemblée nationale, mais je décide, j'accepte le poste du numérique qui a été passionnant. Et là, j'ai beaucoup retrouvé des thématiques internationales, européennes, géopolitiques, puisque vous voyez bien aujourd'hui que le numérique est partout. Et on le voit, ne serait-ce qu'en termes de stratégie. Aujourd'hui, les ingérences étrangères dans nos démocraties par le biais du numérique, c'est des nouveaux vecteurs aujourd'hui de pouvoir et d'influence. Donc, j'ai bien évidemment accepté. Je dois vous dire que j'ai pas bien dormi pendant quelques semaines quand même, parce que on mesure le poids de la charge, l'engagement que ça demande, et puis toujours la crainte évidemment de mal faire. Voilà. Alors après, on fait de son mieux. On peut jamais faire plaisir à tout le monde, voilà. Mais en tout cas, on s'engage très fortement. On a la chance en France d'avoir un écosystème numérique. Comme on est un peu dans une émission économique, je fais un peu de promotion de notre écosystème numérique. Voilà. On a un écosystème numérique qui est puissant. On a des talents. On a les meilleurs chercheurs du monde, notamment en matière d'intelligence artificielle. On a des capacités de calcul. On a une énergie décarbonée, le nucléaire, qui nous permet donc d'alimenter ces machines de calcul qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc on a tout pour bien faire en France et on a tout pour bien faire au niveau européen, bien évidemment. Peut-être la seule chose qui nous manque et sur laquelle on travaille beaucoup, que ce soit au niveau parlementaire, au niveau gouvernemental et au niveau européen, c'est massifier les investissements qui sont nécessaires pour développer le numérique et pour qu'on ait un numérique européen qui soit souverain, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est sous dépendance des géants américains ou des géants chinois en matière de numérique, et il faut absolument qu'on arrive à s'en affranchir parce que c'est l'avenir. Demain, le numérique est partout dans nos vies, donc il faut absolument qu'on reprenne le lead, et ça se fera au niveau européen. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à une union des marchés de capitaux pour qu'on puisse massifier les investissements apportés sur le numérique. Il faut donc continuer à cultiver l'optimisme, comme disait Bernanos. Absolument. Je crois qu'il faut jamais baisser. Les atouts en France. On a les atouts, ils sont là, on les a aussi au niveau européen. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive, en bon patois savoyard, à upgrader. Voilà, c'est-à-dire. Ah oui, c'est en patois. C'est en bon patois savoyard, mais c'est patois de Saint-Ours. C'est le patois de Saint-Ours numérique. Voilà, il faut vraiment qu'on franchisse une marche supplémentaire et qu'on arrive à garder cette position de lead. Européenne et puis patriote comme Michel Barnier quand on est en Savoie.
c'est un nom qui signifie beaucoup de choses. Parlez-nous un petit peu de l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Alors Michel Barnier, c'est quelqu'un pour qui moi j'ai beaucoup d'estime, d'amitié. C'est quelqu'un que j'ai toujours connu dans mon parcours politique, puisque voilà, il a été quand même depuis très longtemps sur notre territoire. Il a fait des choses fantastiques pour la Savoie. Autant vous dire que quand il m'appelle peu de temps après être nommé pour me reconfirmer dans un poste ministériel en tant que ministre délégué chargé de l'économie du tourisme, j'en revenais pas. Pour moi, c'était alors encore plus le Graal que de pouvoir travailler avec cet homme qui, pour moi, reste j'ai une grande personnalité de la vie française, parce que Michel a non seulement une hauteur de vue, un diagnostic juste, et en plus c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui. Voilà, il travaille vraiment pour l'intérêt général. Et d'ailleurs, on l'a vu. Ce qu'on peut appeler un homme d'État. C'est un homme d'État, absolument. Et en plus, on a effectivement cette convergence de vues sur les questions européennes. Donc, pour moi, ça a vraiment été un grand honneur. Et puis, je me rappellerai toujours cette phrase quand il m'a appelé, donc le samedi matin, pour me demander de rentrer dans son gouvernement. Il me dit, bon, tu étais au numérique, tu as fait du bon travail, mais je pense que pour une Savoyarde, le tourisme te siera mieux. Et alors évidemment là j'ai pas du tout hésité une seule seconde, parce que en étant élue aixoise, ville thermale, en ayant travaillé au département de la Savoie, dont de nombreuses recettes proviennent du tourisme, j'avais un peu ça, on a un peu ça dans notre ADN en Savoie, le tourisme. Donc j'ai très vite mis le costume et en 3 mois on a quand même réussi à faire du travail, même si ça a été court, on a réussi à faire du travail. Et pendant ce temps-là, on rappelle que c'est votre suppléant Didier Padel, le maire de Jongieu, qui a été donc député et qui a donc pris votre place, qui est revenu suppléant. Alors ça a été compliqué, ça a été compliqué pour les équipes, notamment je pense aussi à nos équipes parlementaires qui nous accompagnent, parce que les attachés parlementaires. Voilà, c'est un coup ils sont attachés parlementaires, puis le lendemain ils le sont plus, puis ils le redeviennent, puis ils le sont plus, puis voilà. Et Didier, ça a été pareil. Alors Didier, moi je tiens vraiment à le remercier, parce que Didier c'est un maire qui est extrêmement attaché à son territoire, et donc notre binôme il fonctionne bien, parce qu'il fallait quelqu'un un peu plus, moi je suis un peu plus urbaine que Didier, qui lui est donc dans l'avant-pays savoyard, mais d'une commune viticole, qui en plus n'est pas la plus vilaine commune de la Savoie, quand même Jongieu, voilà, commune classée. Didier a fait un travail remarquable. En une année, il s'est mis dans le fauteuil de député et il a fait un super boulot, et je tenais vraiment à merci d'avoir parlé de Didier, parce qu'il faut lui rendre hommage pour ce qu'il a fait sur cette année. C'était pas évident. Le suppléant, en plus, il a une place un petit peu à part, puisqu'il peut pas siéger si le député est élu, et puis ensuite il remplace. Voilà. Alors c'est vrai qu'on travaille en grande complémentarité. Didier fait aussi du terrain. Dès que je suis empêchée, il va me représenter sur le territoire, parce que comme je suis à Paris, et on tient vraiment à garder ce binôme, parce que c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à être interchangeable, si j'ose dire. Donc, merci Marina Ferrari, députée de la Savoie. Donc, les congés parlementaires se terminent, là, c'est bientôt. Alors oui, ils sont terminés déjà depuis un moment, parce que j'ai pris qu'une semaine de congé. En fait, on en profite beaucoup quand on est parlementaire de la période estivale pour faire du terrain. C'est le moment aussi où on rencontre nos concitoyens. Puis il y a beaucoup de fêtes dans nos villages, etc., qui sont des moments de convivialité où on peut rencontrer aussi nos concitoyens avec des temps d'échange et de partage. Et portée d'engueulade. On est à portée d'engueulade, tout à fait, mais en même temps, dans ces temps de convivialité, on noue plus facilement le dialogue, et les gens sont plus libérés pour nous dire les choses aussi à la buvette. Voilà. Donc c'est important. Donc j'ai beaucoup sillonné la circonscription cet été, et avec grand bonheur, parce que j'ai toujours grand bonheur à rencontrer nos concitoyens. La rentrée de la nouvelle session parlementaire est prévue quand ? Alors officiellement, elle était prévue le 22, mais elle a été avancée au 8, comme vous l'avez entendu hier dans les annonces du Premier ministre. Je pense qu'on va pouvoir en échanger dessus. Moi, c'était déjà prévu avant, puisque j'ai plusieurs textes qui vont arriver en commission. Donc dès la semaine prochaine, j'étais déjà en audition, notamment sur le projet de loi olympique. Peut-être qu'on en parlera. Alors oui, bien sûr, on va en parler. Je vais laisser la place à Benjamin Béraud pour parler plus du côté économique, mais peut-être un côté plus pratique pour nos auditeurs. Comment se déroule une semaine type pour une parlementaire comme vous qui a été élue à Aix-les-Bains, qui est parlementaire? On prend le train, on vit à Paris, une partie à Paris, on descend Circo. Alors je confirme qu'on prend le train. Moi, je prends pas la voiture pour monter à Paris toutes les semaines. Ça serait un peu fatigant. Comment ça marche en fait, être député de la première Circo? Alors, en général, si je prends une semaine type, le lundi, généralement, je suis en circonscription et j'ai tous mes rendez-vous en permanence ou sur le terrain, contact des entreprises, etc. Le mardi matin, très tôt, le lundi soir, je monte à Paris jusqu'au jeudi soir, puisque le mardi, mercredi, etc., on a nos commissions, nos sessions, voilà.
Et le vendredi, samedi, dimanche, je refais du terrain. Et le lundi, bien évidemment. Voilà. D'accord. Et donc, c'est le samedi et dimanche, c'est le moment où, justement, tout au long de l'année aussi, on va sur les différentes manifestations sur lesquelles nous sommes sollicités ou invités, parce que c'est des moments où aussi on a besoin d'être au contact. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin d'être au contact. On est la courroie de distribution, en fait. Donc, c'est ce que nos concitoyens nous remontent, qui va nous permettre de nourrir notre travail parlementaire et d'essayer de répondre aux problématiques. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est député ? Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile au tout début, maintenant, ça a été un peu compliqué au début. En tant qu'ancienne élue locale et femme d'entreprise, j'étais beaucoup dans le concret. Ce qui m'a un peu perturbée au départ, c'est que quand on est législateur, on a l'impression d'être un peu moins ancré sur son territoire et d'être sur des problématiques qui sont peut-être moins concrètes. Quand vous êtes élu local, que vous lancez un projet de construction, vous voyez le bâtiment pousser, vous faites voilà. C'est moins concret quand vous êtes parlementaire. Donc très vite, il a fallu que j'apprenne à décrypter en fait le travail parlementaire pour le faire coller au terrain et pour le rendre concret pour nos concitoyens. Donc ça m'a demandé. Finalement, on y arrive. Hein. Mais au départ, j'ai eu un peu de mal sur ce changement. Voilà. Au départ, j'ai eu un peu de mal sur ce changement. Je fais souvent le parallèle entre élu local et ministre, en fait. J'ai retrouvé dans la fonction ministérielle beaucoup de parallèles, beaucoup d'analogies avec la fonction d'adjointe au maire ou de vice-présidente du département. C'est beaucoup plus concret. Vous avez les manettes. Donc vous décidez de quelque chose et vous mettez en œuvre. Voilà. Parlementaire, c'est un peu plus différent. Alors après, ça dépend des sujets sur lesquels vous travaillez. Moi, j'ai décidé en tant que parlementaire, parce qu'on se spécialise tous un peu dans les champs sur lesquels on a des compétences. Moi, je me suis spécialisée sur les finances des collectivités locales, puisque c'est un peu mon dada, j'adore ça. J'aime bien les chiffres. Voilà, c'est un gros défaut. Et donc, je suis rapporteur du budget en commission des finances, parce que je suis membre de la commission des finances. Commission des finances, oui. Ouais, du budget relation avec les collectivités territoriales, qui sont en fait les budgets d'investissement, les aides à l'investissement qui sont données aux communes pour les initier, par exemple, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà, c'est les budgets que nous votons. La DETR. La DETR, la fameuse DETR. Donc chaque année, en fait, avec mon co-rapporteur qui est Emmanuel Mandon, qui est un député de notre région aussi, donc c'est bien. On prend les budgets de l'État, ligne par ligne, on regarde donc toutes les dotations aux collectivités et on regarde si ça fonctionne ou pas, ce qu'on peut ajuster, etc., etc. Alors c'est évident que depuis 2022, c'est un peu plus difficile, même si 2021, 2022 et 2023, on a réussi à redonner plus aux collectivités, mais là on voit bien qu'on rentre dans une phase qui va être un peu plus compliquée budgétairement et malheureusement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. J'ai Sandra qui est en train de me faire des grands signes, mais voilà, je devine à peu près ce qu'elle veut me dire. Ça veut dire qu'il faut que je continue là, hein? Non, il faut que j'arrête maintenant. D'accord. Donc j'arrête maintenant. Alors on va marquer une pause musicale. Alors c'est un titre qui a été choisi par Marina Ferrari, je crois, non? Oui. Alors dans ce marasme ambiant, j'ai décidé de choisir un titre qui de Carlos ou de la Compagnie Créole. Non, pas ça. Non. J'aurais pu. Non, pour paraphraser Alain Juppé, un truc qui colle la pêche. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble, sur le 92.1 et en DAB. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. En ce 26 août à 17h32, de retour en direct pour cette émission spéciale en compagnie de Marina Ferrari, élue aixoise, députée de la première circonscription de la Savoie, ancienne ministre. Dans une première partie, on a parlé un petit peu, on a évoqué un peu les problèmes politiques du moment, mais on les a évoqués puisqu'ils sont tellement importants qu'on pourrait tenir, je pense, une journée, une nuit dessus, mais c'est absolument pas le but. Et maintenant, je vais laisser avec beaucoup de plaisir et d'honneur la parole à Maître Benjamin Bérou, notre animateur du Grand Bain de l'Écho, une personne exceptionnelle dans la belle famille de Radio Grand Lac. Cher Benjamin, cher Maître, vous avez la parole. Merci Jean-Pierre, je te trouve un petit peu dithyrambique pour cette reprise d'activité. C'est le début. Tu as passé de bonnes vacances, hein, oui, semble-t-il. Oui, tout à fait. Merci Jean-Pierre. Première partie extrêmement intéressante autour de thèmes qui évidemment nous parlent tous en cette actualité particulièrement brûlante. Marina Ferrari, on va aborder quelques thèmes économiques qui vous tiennent à cœur. On l'a vu et entendu dans la première partie de cette émission. Vous avez la particularité d'avoir été formé à des sujets internationaux, la défense, l'économie numérique, mais vous avez la particularité aussi d'être très attaché
aux activités de terrain, à l'économie de nos entreprises locales. Et donc, vous êtes un petit peu multicasquette, si j'ose dire, ce qui va nous permettre d'aborder quelques thèmes d'actualité, alors plus ou moins prégnants, si j'ose dire, des thèmes d'actualité prégnants qui nous rappelleront quelques mauvais souvenirs et qui sont encore malheureusement d'actualité, comme la dermatose nodulaire contagieuse, qui est la maladie virale qui a malheureusement touché une partie de notre cheptel bovin. On va peut-être revenir, sans transition bien sûr, parce que les thèmes économiques sont divers et variés. On va revenir sur les activités que vous avez menées en tant que secrétaire d'État à l'économie numérique, qu'on va peut-être catégoriser sous l'appellation cybersécurité. Alors, pour que ça parle un petit peu à nos auditrices et à nos auditeurs, on va dire que c'est un ensemble de normes qui permettent de protéger des personnes et des actifs informatiques, des États et des organisations. On en a parlé sous l'angle de tentatives de déstabilisation pouvant venir de l'étranger, pour être tout à fait clair, de Russie, et ça ne concerne pas simplement la France, puisque vous vous souvenez peut-être toutes et tous que la Russie a été accusée d'avoir y compris interféré dans les élections américaines de 2016. Alors, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, où la réglementation internationale, européenne et nationale, ces réglementations se confrontent. Comment protéger ces infrastructures vitales? Comment faire coopérer les acteurs publics ou privés? J'ai, j'allais dire, relevé 3 axes qui sont l'adaptation aux mutations de l'environnement, la souveraineté numérique, le soutien de la croissance des entreprises, et puis la protection des plus jeunes, bien sûr, parce qu'il s'agit, dans cet environnement qui ressemble parfois à une jungle, de protéger ceux qui sont les plus faibles. Bien, alors merci pour cette question. Elle est complexe et elle est cruciale dans un monde qui se numérise beaucoup, et on voit bien qu'aujourd'hui le numérique est partout dans nos vies, dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité, dans nos transactions financières. Enfin, vraiment, c'est devenu un sujet qui est majeur. Alors, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas rester seul dans cet océan numérique. Un État seul ne peut rien faire. C'est pour ça que moi, en européenne convaincue, je ne peux que souscrire au fait que les grandes réglementations européennes qui ont été prises ces dernières années, notamment sous présidence française de l'Union européenne, concernant la régulation du marché numérique, sont extrêmement importantes. On pense à différentes directives. Je pense alors, on patois Savoyard toujours, au Digital Services Act, c'est-à-dire le règlement sur les services numériques. C'est pas de Saint-Ours, celui-là. Il y a également un autre texte qui s'appelle le Digital Market Act, c'est-à-dire le règlement sur les marchés numériques, qui sont 2 textes fondateurs en Europe, mais qui nous ont permis de faire en sorte que ce qui est interdit aujourd'hui dans la vie de tous les jours le soit aussi en ligne. Donc là, on touche le dernier sujet de votre intervention et de votre question, qui est la protection, en fait, des personnes et des entreprises en ligne. Donc, quand j'étais secrétaire d'État en charge du numérique, on a transposé notamment ces 2 textes au travers d'une loi française qui s'appelle la loi SREN, pour sécuriser et réguler l'espace numérique, et qui a pour vocation de protéger tout le monde. Exemple, aujourd'hui, ça nous permet de donner des obligations aux grandes plateformes de modération de leur contenu. Par exemple, s'il y a des contenus haineux, s'il y a du harcèlement en ligne, etc., ils ont l'obligation de retirer certains contenus. On peut les poursuivre. C'est des pénalités s'ils ne se plient pas à la réglementation, qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la structure. Donc, on voit que ça peut aller très loin. Donc, ce texte a été voté, a été appliqué. Il y a des décrets d'application qui sont encore en cours, mais pour la plupart, ils ont été pris. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet déjà d'avoir plusieurs actions qui sont lancées. Des enquêtes de la commission qui sont en cours. Il y a un cas tout récent qui a défrayé la chronique. Vous avez vu ce cas affreux la semaine dernière de ce jeune qui est mort en ligne sur la plateforme Kik. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on a une procédure qui est lancée par l'État français, notamment par la personne qui m'a succédé, Clara Chapaz, la ministre déléguée à l'intelligence artificielle au numérique, qui fait un travail remarquable et qui, elle, donc du coup se retrouve à mettre en œuvre cette loi. Et voilà, aujourd'hui on a des moyens d'action qui vont nous permettre de contrecarrer en fait toutes ces déviances et toutes ces dérives qui sont extrêmement dangereuses pour la protection des enfants notamment, mais pas que, pour la protection des individus et pour maintenir une cohésion sociale. Parce qu'on voit bien qu'il y a l'atteinte aux personnes, il y a parfois l'atteinte aux entreprises, parce qu'on peut avoir aussi des problèmes de réputation
des entreprises sur les réseaux sociaux qui peuvent les mettre en grande difficulté économique. Et puis on a aussi derrière, j'ai envie de dire, un ferment de société à protéger, puisqu'on voit bien l'exemple symptomatique. Quand on a parlé il y a 1 an et demi maintenant de la crise de la punaise de lit, on s'est rendu compte a posteriori en fait que c'était une manipulation qui provenait de réseaux justement russes. Donc ils sont aujourd'hui, il faut bien comprendre que une mauvaise utilisation du numérique peut conduire au chaos dans une société par la désinformation, par la propagation de fausses informations, etc. Ou même l'entrisme politique que vous avez évoqué. Il y a d'autres États qui en ont été victimes, la Moldavie notamment. Voilà. Donc aujourd'hui les cas se répètent. Donc il faut qu'on se protège. Donc le niveau européen est l'échelon pertinent. Il est pertinent en termes d'économie, de poids économique, puisque le marché européen aujourd'hui, marché français, 67 millions de Français, on est un petit pousset. C'est pas vulgaire ce que je dis, mais par rapport au marché mondial. Alors que quand on est un marché européen, tout de suite, on a le 3e marché mondial et là, on pèse. Et donc, on est écouté par les majors américaines ou chinoises aujourd'hui qui dominent le numérique. Donc, on voit bien que c'est à cette échelle qu'il faut être pertinent et travailler. Donc, sur l'intelligence artificielle, par exemple, la communauté, l'Union européenne est le premier espace qui s'est doté d'un règlement sur l'intelligence artificielle qui nous permet de rentrer dans le code, de voir s'il n'y a pas des biais qui ont été introduits dans le code de l'intelligence artificielle à des fins de désinformation ou de manipulation. Voilà, donc tout ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, comme on est sur des secteurs qui sont en grande mutation, en grande innovation, on est sur une ligne de crête entre régulation et innovation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à réguler, mais en même temps, il ne faut pas casser l'innovation. Donc c'est toujours assez délicat, mais en tout cas, moi, je suis assez fière parce qu'au niveau européen, on a quand même aujourd'hui des règlements qui nous permettent de nous protéger. Et donc, on va très prochainement au Parlement. Dès la semaine prochaine, on commence justement à légiférer en commission. En plus, on va avoir une partie du texte qui va être en procédure accélérée sur un texte qui est très important, qui s'appelle Résilience. C'est un texte sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais ministre, et puis c'est Clara Chapas qui a pris la suite derrière. Ce texte a déjà été voté au Sénat, donc il arrive à l'Assemblée nationale, et moi, je suis membre de la commission spéciale, et c'est un texte qui va nous permettre de transposer 3 règlements européens en matière de cybersécurité. Donc un premier règlement européen qui s'appelle, qui va s'appeler REC, donc résilience des entités critiques. Donc là, on parle vraiment des choses qui sont très stratégiques pour l'État, les centrales nucléaires, l'armée, voilà. Un deuxième texte qui s'appelle Nice 2. Qui là va toucher plutôt le monde de l'entreprise. Donc on avait une première directive qui s'appelait Nice 1, qui concernait 500 entreprises dites vitales en France, et là on va passer, on est dans un changement d'échelle puisqu'il y a 1500 entités de plus qui vont être régulées, donc on voit qu'on change d'échelle, et ça c'est très important parce qu'il y a des champs qui vont rentrer dans la régulation qui n'étaient pas couverts jusqu'à présent. Je pense à l'assainissement par exemple. Donc en fait tout ce qui est vital au fonctionnement d'une société aujourd'hui va devoir se mettre aux normes de cybersécurité pour avoir un degré de protection qui nous garantisse à minima un degré de protection pour faire fonctionner le pays en cas d'attaque. Voilà, et je pense que c'est indispensable aujourd'hui parce qu'on voit qu'on est quand même très vulnérable. Et donc malheureusement, force est de constater que nos entités, aujourd'hui nos entreprises, nos collectivités, on a des hôpitaux qui sont attaqués régulièrement, vous l'avez vu, des villes qui sont attaquées avec des données sensibles qui peuvent partir à l'étranger. Et donc aujourd'hui, il est important qu'on accompagne, qu'on donne, il y aura des obligations, il y aura aussi des accompagnements qui sont mis en œuvre pour que nos entités critiques, importantes ou vitales, aujourd'hui puissent se protéger contre ces ingérences. Et puis le troisième texte qui va être transposé dans ce projet de loi résilience, c'est un règlement européen qui s'appelle DORA et qui lui vise à protéger les transactions internationales financières. Voilà, donc on voit bien qu'on va couvrir tout le spectre, et c'est important aujourd'hui de se prémunir. Surtout ce qu'il y a d'important dans ce texte, si je pars sur les collectivités ou sur les entreprises aujourd'hui, c'est que le chef d'entreprise ou le maire ou le président d'intercommunalité va devoir apprendre la gestion de crise cyber pour vraiment se préparer à ces attaques. Parce qu'il y a parfois des réflexes tout bêtes à prendre, mais qu'on n'a pas forcément en tête quand on n'est pas préparé à affronter une telle crise. Et c'est important demain parce que c'est la sécurité des Français qui en dépend. Merci pour cette intervention. Vous l'avez dit il y a un instant, la réglementation européenne a permis de se prémunir contre les difficultés liées à la cybersécurité. Cette réglementation européenne fait l'objet d'une transcription en droit français par l'intermédiaire de législation, puisque c'est le principe effectivement. La difficulté, et on a vu dans ce fait divers que je qualifierais plus simplement de fait de société, je crois que le réseau qui a permis, si j'ose dire, à
cette personne d'être violentée est un réseau social qui a son siège en Australie, ce qui pose un certain nombre de difficultés d'action au plan juridictionnel. J'ai entendu en me rendant au studio cet après-midi que Clara Chapaz, donc votre successeur, avait effectivement déposé plainte, mais quels sont les véritables moyens d'action à l'égard d'une société australienne qui s'est un petit peu lavé les mains, si j'ose dire, de la difficulté, en expliquant que finalement elle n'avait aucune prise particulière sur ce genre de drame. Alors on a eu le même cas de figure à peu près. Moi j'étais encore en responsabilité à l'époque avec une plateforme qui s'appelait CocoGG. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire aussi qui a été assez sordide, où effectivement il y avait à la fois on piégeait de jeunes homosexuels pour les passer à tabac, ou des cas d'ailleurs carrément de déviance et de pédophilie sur cette plateforme. Alors la difficulté, si je reviens un peu en arrière sur CocoGG, c'est que CocoGG c'était pas un réseau social, c'était une messagerie en fait. Et donc après messagerie, il faut aussi comprendre qu'au niveau juridique, on part sous le secret des correspondances, qui est encore compliqué. Donc la première chose à savoir, et c'est pour ça que Clara Chapaz réagit très bien aujourd'hui, c'est de dire il faut porter plainte. Et donc c'est elle qui se saisit du problème et qui dépose plainte, parce que c'est grâce à cette plainte qu'on va pouvoir dérouler la pelote, si j'ose dire. Parce que tant qu'il n'y a pas de plainte aujourd'hui, le pouvoir judiciaire français il peut pas agir. Donc c'est elle qui a pris cette initiative et je la remercie. Parce que même si la plateforme aujourd'hui est à l'étranger, en revanche, comme elle est diffusée par des plateformes qui, elles, sont dans l'espace européen, alors là, on va pouvoir agir, mais il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Donc si j'ai un message aujourd'hui à relayer, parce que malheureusement, on connaît tous des cas de harcèlement en ligne, on connaît tous des méfaits, il faut absolument, une victime doit absolument porter plainte, il y a des plateformes qui existent aujourd'hui pour ce faire, et donc il ne faut pas hésiter, parce que c'est grâce à ça que derrière nous, on peut agir. Mais s'il n'y a pas de plainte, ça devient très compliqué. Donc, que ce soit en matière de cybersécurité, il y a cybermalveillance.gouv.fr qui est un des sites. Et puis ensuite, il y a les plateformes d'appel où il faut appeler quand on est harcelé pour vraiment dénoncer. Il y a des professionnels qui vous accompagnent et qui vous disent comment déposer plainte, parce qu'on arrive à retrouver les auteurs des faits. Il faut pas croire. Aujourd'hui, il y a eu un grand débat sur l'anonymat en ligne. On a beaucoup de gens qui commettent leurs méfaits en ligne sous des pseudos, etc. On arrive toujours à retrouver sur Internet. On arrive toujours. Voilà. On a beau mettre 40 adresses IP, etc. À un moment ou à un autre, quand on lance les enquêtes, on arrive toujours par retrouver. Alors parfois c'est long, mais on y arrive. Ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut mobiliser, bien évidemment, un certain nombre. Mais je pense que c'est de l'argent qui est bien investi dans ce cas-là. Tout à fait. Voilà. Très bien. Pardonnez-moi de passer à un tout autre sujet, un petit peu du coq à l'âne, alors sans aucun jeu de mots, c'est un jeu de mots mais qui n'est pas forcément opportun. Le 29 juin 2025, à quelques jours d'ailleurs du passage du Tour de France dont nous valait Tarine, est apparue une maladie virale extrêmement préjudiciable à la santé des bovins. Alors, c'est la dermatose nodulaire contagieuse, qu'on connaît sous l'acronyme DNC, et qui est une maladie qui conduit à des pertes de production importantes, allant jusqu'à la mort d'une partie des animaux du cheptel infecté. C'est une maladie qui est transmise par les insectes piqueurs, alors typiquement les moustiques ou les tans. Et ce foyer est donc détecté pour la première fois en France le 29 juin 2025, a eu la particularité d'affecter majoritairement des foyers localisés en Savoie et en Haute-Savoie. C'est un sujet, bien évidemment, dont vous vous êtes emparé extrêmement rapidement en tant que député d'une circonscription de Savoie, et c'est un sujet que vous maîtrisez naturellement et sur lequel nous souhaiterions vous entendre. Alors effectivement, ça a été un véritable choc quand le 29 juin, on découvre par un appel de la préfecture que cette maladie est arrivée en France. Alors, tout d'abord, vous avez bien fait de le rappeler. Donc la dermatose nodulaire contagieuse bovine, c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Il faut le rappeler, c'est une maladie qui est classée de catégorie A par la Commission européenne, par les services vétérinaires européens, parce qu'elle est extrêmement contagieuse. Ça, c'est la première chose à rappeler. En revanche, elle n'est pas contagieuse à l'homme et elle n'est contagieuse que sur les bovins. Donc, elle n'est pas contagieuse sur les chevaux, etc. Donc, c'est important de le rappeler. Et du coup, comme elle n'est pas transmissible à l'homme, le lait peut être consommé quand il y a des foyers infectés. Il faut le rappeler parce que, au bout du bout, la première des solidarités que nous devons avoir aujourd'hui avec nos éleveurs, c'est de continuer à consommer du lait et nos productions au lait cru. C'est important de le rappeler. Donc, cette maladie, effectivement, le premier cas est déclaré. Alors, dans notre grand malheur, elle est déclarée sur la circonscription, puisque c'est sur la commune d'Entrelacs, sur le hameau de Cessan, plus exactement, que les premiers cas apparaissent. Délégué de Cessan, oui, tout à fait. Voilà, les premiers cas apparaissent. Donc,
tout de suite ça nous a secoué fort puisque en fait cette maladie elle est connue. Contrairement à ce que j'ai pu lire ça ou là, alors là encore en matière de désinformation, on a été servi. Cette maladie, elle est connue parce que c'est une maladie africaine qui existe depuis très longtemps. Depuis 2023, tout le Maghreb d'ailleurs mène des campagnes de vaccination. Qui touchait les ébus, je crois. Hein. Les ébus, les buffles et les vaches, voilà. Donc qui est connu. On avait déjà eu un premier cas de contamination dans les Balkans dans les années 2015 qui avait été éradiqué. Et donc pour éradiquer cette maladie, c'est malheureux, mais on n'avait pas le choix. C'est abattage des noyaux infectés, vaccination, périmètre de sécurité avec interdiction de déplacer les animaux et mesures de biosanitaires, de désinfection, etc. Donc c'est ces 4 piliers qui font qu'on arrive à éradiquer rapidement cette maladie. Alors bien sûr, pour un éleveur, de devoir abattre son cheptel, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Nos éleveurs, leur bête, c'est comme un membre de la famille, et voilà. Mais je tiens à saluer, en tout cas, nos éleveurs qui ont eu le courage de le faire et qui, par leur courage et par leur abnégation, ont permis de sauver une bonne partie, le cheptel savoyard, et au-delà, le cheptel français. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette maladie étant extrêmement contagieuse, si on ne faisait rien, elle pouvait gagner tout le territoire national. Elle peut être mortelle, elle est mortelle, cette maladie, pas à 100%, mais elle peut être mortelle, mais surtout les bêtes souffrent beaucoup aussi, et donc il fallait prendre ces mesures qui sont draconiennes, mais qu'il fallait prendre. Alors après, sur la gestion de la crise à proprement parler, donc très vite, ça a été d'aller au contact des éleveurs qui ont été impactés. Ça a été, moi je tiens à saluer le travail des services de l'État, le travail des services de la Chambre d'agriculture qui a fait un travail remarquable, toutes les organisations agricoles qui se sont vraiment mobilisées pour que très vite nous puissions réagir. En 15 jours, le vaccin était disponible et on a pu vacciner. Aujourd'hui, quasiment toute la zone, le périmètre de sécurité est vacciné. On a, pour les premiers qui ont été vaccinés, ils sont sortis de cette période de 21 jours d'incubation du vaccin. Bon, donc on est en train de sortir j'espère en tout cas de sortir de cette crise. On a eu, vous avez vu quelques cas de résurgence, notamment dans l'Ain, mais a priori c'était des foyers qui étaient déjà infectés avant. Voilà, donc après il va falloir qu'on comprenne comment cette chaîne de contamination est arrivée, puisqu'on a eu des cas au mois de juin en Italie. D'abord en Sardaigne, puis en Lombardie, et puis comment c'est arrivé chez nous. Bon, a priori, il y a dû y avoir un transport d'animaux. Donc, vous l'avez rappelé, le vecteur de contamination, c'est les mouches et les tans. Donc, ce qui a aussi impliqué d'être extrêmement précautionneux sur toute cette période. Et je le redis aux auditeurs, il faut continuer à l'être en attendant. C'est-à-dire que si vous allez vous balader à proximité d'un élevage, même si nos bêtes aujourd'hui sont vaccinées, on n'est quand même pas encore au bout de la période d'incubation du vaccin. Il faut éviter de se balader avec les fenêtres de la voiture ouvertes pour ne pas embarquer un tan qui aurait été contaminé parce qu'il a piqué une bête infectée pour l'amener dans le village voisin si on se rend dans le village voisin après. Donc il faut faire attention. C'est extrêmement bête. Il faut bien comprendre que comme c'est très contagieux, il faut prendre des mesures, il faut être précautionneux. Donc c'est pour ça que bon, tous les rassemblements, ça a beaucoup défrayé la chronique. Il y a eu le refus d'abattage. Je peux entendre. Sujet à passion. À passion. Oui, vraiment. Un sujet à passion. Moi, je peux entendre et j'entends la détresse des éleveurs dont on a dû abattre les cheptels. En revanche, j'entends moins ceux qui se sont interposés, ceux qui sont allés agresser les vétérinaires. Un vétérinaire, c'est comme un médecin. Il vient pour soigner, il vient pas pour abattre. Donc, quand il doit aller abattre un cheptel, c'est jamais de gaieté de cœur. Donc, un vétérinaire qui se fait agresser parce que malheureusement, il est obligé d'aller faire son travail pour sauver l'entièreté du cheptel par ailleurs, je trouve que c'est pas très responsable ce qui s'est passé. Et puis, aujourd'hui, il y a une forme de récupération politique qui me dérange beaucoup. Vous savez, moi, je suis une adepte. Enfin, je veux pas faire de prosélytisme, mais il se trouve qu'on a un saint savoyard, Saint François de Sales, qui disait le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Voilà. Je crois que dans ces moments-là, il faut travailler, être au plus proche des éleveurs, faire ce qu'on a à faire, et puis surtout éviter la récupération politique. Et malheureusement, encore aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de récupération sur le sujet, avec beaucoup de désinformation encore qui est passée sur ce sujet. Donc moi, ce matin encore, j'étais au contact d'un éleveur qui a été impacté, parce que une fois que la ferme est vide, que la pression médiatique retombe, l'éleveur il est seul. Et l'éleveur, notre rôle aussi, c'est de l'accompagner dans les indemnisations. C'est ce qui nous attend. Alors, il y a moi, je remercie le travail qui a été fait par Annie Genevard, notre ministre, parce que pour la première fois, elle a déclenché des avances sur les indemnisations, alors que d'habitude, ça pouvait prendre 3 à 6 mois avant d'avoir les premières indemnisations. Là, les éleveurs que j'ai rencontrés ce matin, ils ont déjà eu des avances, ce qui leur permet de faire face aux premières charges, parce que quand vous n'avez plus de bêtes pour produire, il y a quand même les charges qui tombent. Il n'y a plus de lait vendu, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, mais il y a quand même les charges qui tombent, donc ça leur permet de faire face à ces premières charges. Les bêtes ont été évaluées avant d'être abattues, donc le complément
d'indemnisation va intervenir. Ensuite, on a la question des pertes d'exploitation qui est devant nous aussi. Donc, on a déjà obtenu des petites avancées, mais il va falloir qu'on continue. Et là, le travail des parlementaires, il va être important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous versez une indemnisation, elle est fiscalisée, cette indemnisation. Et donc, moi, je trouve ça assez absurde aujourd'hui. Vous avez dû abattre votre cheptel. Je dis un chiffre au hasard. On va vous indemniser 100 000 euros. On va encore vous pénaliser, vous prendre des impôts dessus. Moi, je trouve que c'est un peu, c'est l'État qui donne de l'argent puis qui reprend de l'autre. Enfin, bon. Donc, on a beaucoup échangé avec Annie Genevard, la ministre, sur le sujet. Ça a fait l'objet de ma question au gouvernement dès la semaine qui a suivi, où je l'ai interrogé là-dessus, soit sur la possibilité d'amortir, en fait, cette indemnisation pour qu'elle soit que la fiscalité s'efface progressivement, soit de la défiscaliser totalement. On a eu une oreille attentive du gouvernement sur le sujet. Donc, mais ça, il va falloir qu'on le travaille dans le cadre du budget à venir. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, j'appelle un peu à la responsabilité mes collègues parlementaires en disant ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à avoir une discussion budgétaire. Oui. Voilà. Donc, si on n'a pas de discussion budgétaire, je sais pas bien comment on va faire. En tout cas, moi, c'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis des éleveurs, c'est de travailler sur cette question. Deuxième question qui est devant nous, donc celle de la perte d'exploitation. Il va falloir qu'on voit la durée qui va être prise en compte pour la perte d'exploitation. Aujourd'hui, on dit 3 mois après le repeuplement, mais on sait que dans nos productions où la génétique est importante, où le cahier des charges, qu'on est en AOC, AOP est important, ça va peut-être prendre plus de temps. Donc, est-ce qu'on va réussir, et ça c'est le travail que nous on va devoir faire, à obtenir plus de durée sur la perte d'exploitation. Et puis, troisième sujet, vous avez entendu que les collectivités locales, notamment les départements, aujourd'hui veulent se mobiliser pour aider aussi nos agriculteurs, sauf qu'il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe. Oui. Cette fameuse loi NOTRe qui nous enquiquine depuis 2015, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui fait que les départements n'ont plus la compétence développement économique et donc ne peuvent plus donner des aides économiques. C'est la région maintenant. C'est la région. Et donc, aujourd'hui, nos départements qui voudraient aider nos agriculteurs en direct, on leur dit, non, vous pouvez pas parce que c'est des aides économiques. Et donc là, le législateur, donc on est en train de travailler avec le gouvernement sur le sujet pour essayer de voir comment on va pouvoir contourner cette difficulté de la loi NOTRe pour que nos départements puissent aussi aider nos agriculteurs. Donc État, région, département, collectivités locales. Il y a déjà des intercommunalités en Haute-Savoie notamment qui ont dit qu'ils aideraient aussi nos éleveurs à passer ce cap. Voilà. Donc le travail, il est encore devant nous. Et puis surtout, c'est ce que j'ai fait encore ce matin, c'est écouter nos éleveurs, parce que je vous dis, passer le période de pic de crise, humainement, c'est très dur pour eux. Voilà, de trouver une étable vide. Donc c'est plus que jamais le moment d'être à leur côté. Oui, un certain nombre d'agriculteurs, malheureusement, ont été particulièrement touchés. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, s'agissant d'une maladie contagieuse qui a pu rappeler des catastrophes comme la grippe aviaire, par exemple, je pense que la question a été traitée avec beaucoup de prégnance et beaucoup de rapidité, notamment par une campagne de vaccination qui était extrêmement dense, qui s'est poursuivie jusque dans les derniers jours, avec des périodes d'incubation qui arrivent à échéance. Et puis, je voulais simplement ajouter que sur un cheptel bovin, je crois, de plusieurs centaines de milliers de bêtes, 1500, je crois, ont été abattues. Ce qui est important, bien évidemment, et ce qui est terrible pour les fermes qui ont été touchées, mais ce qui reste relativement modeste au regard, encore une fois, de l'importance du cheptel. En fait, l'inquiétude que nous avions au début on n'est pas, malheureusement pas encore sorti de cette crise, donc je parle avec beaucoup de précautions parce que j'espère qu'on a endigué la propagation. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Dès le départ, notre crainte, c'était que ça parte très très vite, puisqu'on a vu que malheureusement sur les premiers cas de contamination, très vite c'est parti autour des premières exploitations concernées. Donc notre crainte, c'était que ça parte vite et que de ce fait, on perde nos troupeaux et derrière c'est notre génétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le premier périmètre concerné, en gros, c'était 230 000 bêtes. On se rend pas compte de l'importance de l'agriculture dans nos pays de Savoie. Et quand on voit que sur un périmètre de 50 km, c'était 230 000 bêtes, là, on se rend compte quand même de l'importance du poids économique de l'agriculture, en tout cas de l'élevage sur notre territoire. Donc, à ce jour, au moment où on se parle, c'est presque 1700 bêtes qui ont dû être abattues, malheureusement, ce qui est beaucoup. Mais en revanche, là où j'ai de l'espoir, c'est que, encore ce matin dans le point que je faisais, sur le repeuplement, puisque maintenant on va pouvoir repeupler, notre crainte, c'était de dire, est-ce qu'on va être en capacité de préserver nos génétiques et d'avoir des nouvelles bêtes qui vont arriver. A priori, aujourd'hui, la profession est très solidaire, bien évidemment, et sur les
premières mesures de repeuplement qui devraient arriver vraisemblablement courant octobre-novembre, puisqu'on a une période pendant laquelle on peut pas encore repeupler. En tout cas, les éleveurs que je rencontre aujourd'hui ont plutôt bon espoir de pouvoir rapidement reconstituer leurs troupeaux et leurs cheptels. Ce qui ne veut pas dire que la production va suivre tout de suite derrière. Il y a encore un peu de boulot derrière pour que la production laitière retrouve son niveau. Mais en cascade, en fait, c'est là où on se rend compte de toutes les difficultés, parce qu'il y a bien sûr l'abattage, mais c'est toute la filière qui est menacée derrière, parce que si vous êtes en coopérative, ça veut dire que la coopérative aura moins de lait, donc ça va mettre tous les autres coopérants en toute difficulté la filière aussi. agricole. En fait, toute la filière est impactée. On pense aussi aux bêtes qui partent à l'engraissage. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est donc moi, je voudrais vraiment saluer le travail de la Chambre d'agriculture, parce qu'il y a maintenant 10 jours de cela, ils nous ont réunis, tous les parlementaires du territoire, et ils nous ont préparé une note sur laquelle ils ont évalué toutes les pertes potentielles depuis l'amont jusqu'à l'aval. On a vraiment tout, et donc ils vont nous faire une communication de ça pour qu'on puisse justement au mieux travailler pour éviter d'avoir ce qu'on appelait un peu vulgairement les trous dans la raquette au moment du Covid, voilà, pour qu'on soit bien sûr que tout le monde s'y retrouve dans cette crise. Donc c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous, et puis c'est surtout de redonner espoir aux éleveurs qui ont perdu leurs bêtes pour qu'ils repartent. Ce matin, c'était plutôt un message d'espoir. J'étais avec un très jeune qui me disait moi je vais repartir, et plus que jamais j'ai envie de reprendre l'exploitation. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est qu'il faut qu'on leur donne l'horizon pour pouvoir repartir. Force à nos exploitations absolument, force agricoles, et soutien à nos exploitants. Bien évidemment, et qui restent extrêmement présentes dans notre département. Le temps passe très vite. Je souhaiterais qu'on fasse une petite projection sur alors un événement et puis la mise en place d'infrastructures dans notre département, en Savoie. C'est la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, et puis les Jeux Olympiques de 2030. Alors, ce seront des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans plusieurs départements. Ce sont les Jeux Olympiques des Alpes, mais naturellement, et au regard des infrastructures qui ont été mises en place de manière pérenne à la faveur des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992, notre département va être à l'honneur. Ce sont deux sujets sur lesquels je sais que vous êtes extrêmement attentive. Ce sont deux sujets qui reste malgré tout l'objet de critiques, de controverses parfois, notamment en termes de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, si j'ose dire, d'argumentaire sur ces deux points, peut-être en commençant par le Lyon-Turin? Allez, alors on commence par le Lyon-Turin. Alors le Lyon-Turin, c'est, je pense, le dossier majeur pour la Savoie dans les années à venir. Alors ça fait 30 ans qu'on en parle, hein, mais aujourd'hui c'est une réalité, hein, c'est un chantier. Donc voilà, le tube il est en cours de percement, donc c'est un vrai chantier. L'enjeu qui est maintenant le nôtre sur la circonscription, je vais me concentrer sur notre territoire, c'est la question des accès à ce tunnel de base, puisque aujourd'hui la plupart des trains de marchandises qui reviendront sur la ligne avec l'ouverture du tunnel de base, mais ils vont passer où? Ils vont passer sur la ligne ferroviaire qui longe le lac. Donc la ligne historique dite Dijon-Modane. Donc moi, en tant que aujourd'hui parlementaire de la circonscription, je me dis que j'ai pas tellement envie que nos populations soient à nouveau exposées à beaucoup de trains de fret qui vont revenir le long du lac du Bourget, traverser l'agglomération d'Aix-les-Bains, puis la cluse entre Aix-les-Bains et Chambéry, puis Chambéry, etc. Donc en responsabilité. Alors moi, je le dis d'autant plus facilement que pendant longtemps j'ai été opposée au projet du Lyon-Turin, puisque en matière de rigueur budgétaire, je trouvais que le chantier était hors de portée. Bon, sauf que le chantier aujourd'hui c'est une réalité, donc moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc ce chantier va avoir des impacts, comment je corrige ces impacts et comment je fais pour que ces investissements très importants qu'on a portés, qui sont en cours de réalisation, ne soient pas vains. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve une rentabilité sur ce tunnel. Donc pour trouver une rentabilité sur le tunnel, le but c'est quand même de mettre des camions qui sont sur nos routes aujourd'hui sur du train. Et facilitons les choses pour que les camions aillent le plus possible sur le train. Voilà. Donc c'est un projet qui est économique, c'est un projet qui est écologique, puis c'est un projet qui est européen. Mais ça c'est la dimension qui nous relie. Donc aujourd'hui, moi je prône beaucoup pour qu'on aille sur la solution qui a été d'ailleurs arbitrée par l'État. J'ai été très active sur ce sujet avec d'autres parlementaires. Mais c'est vrai que quand c'était à l'époque encore Monsieur Beaune qui était ministre des Transports, qui a été, comme il avait été d'ailleurs ministre des Affaires européennes, avait bien compris les enjeux, Clément Beaune du Lyon-Turin, qui nous a débloqué le dossier avant de quitter le ministère, puisque on est parti sur la solution du grand gabarit, qui est la solution sur laquelle les collectivités savoyardes s'étaient à plus de 80% positionnées favorablement, c'est-à-dire qu'on donne la priorité au fret. Or cette option grand gabarit, elle nous
impose de créer des nouveaux accès. Et donc ces accès vont être notamment au début sur de la circonscription, puisque ça serait un tunnel qui passerait donc sous Chartreuse au départ, pour arriver dans la plaine vers Montmélian. Pourquoi ? Pour éviter que justement les trains ne passent sur la ligne historique. Voilà, pour éviter d'engorger encore davantage la ligne entre Lyon et Saint-André-le-Gard aujourd'hui. Voilà, donc il faut créer cette nouvelle ligne. Moi, je dis juste, quand j'entends aujourd'hui certains mouvements écologistes qui disent que ce projet est une aberration, etc. Petit 1, on a un problème de pollution de l'air aujourd'hui, donc il faut qu'on enlève les camions de nos routes. De ce point de vue, c'est plutôt vertueux. Petit 2, il faut qu'on améliore nos mobilités du quotidien dans cet espace qui est très exigu, entre lac et montagne chez nous. Or, on a cette voie ferrée. Aujourd'hui, on peut faire passer du voyageur pour les mobilités du quotidien entre Annecy et Montmélian. Mais si vous rajoutez 140 trains de fret sur la ligne, je ne sais pas comment vous allez faire passer les passagers. Je veux dire, c'est juste du bon sens. Donc il faut créer une nouvelle infrastructure, une nouvelle ligne pour que les trains de marchandises aillent sur cette nouvelle ligne et que sur notre voie historique, ça soit notre mobilité du quotidien. On veut moins de bagnoles, mettons les choses en place pour ce faire. Donc c'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à entendre certains discours de mouvements écologistes, pas tous, parce qu'il y en a qui sont très responsables et qui comprennent très bien les enjeux écologiques de ce dossier. Ça, c'est pour Lyon-Turin. Bien évidemment, Lyon-Turin, ça sera une grande infrastructure ferroviaire qui va nous permettre aussi de faire rayonner davantage le territoire, parce que vous savez que sur le pôle de Modane, il y a des tas d'infrastructures qui sont prévues également pour dynamiser le fond de Maurienne. Alors, deuxième sujet qui est également très critiqué aujourd'hui, qui est effectivement l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes françaises 2030. Pardonnez-moi d'avoir oublié les Jeux paralympiques. C'est très important. Bien évidemment. Ouais, c'est très important. Donc bon, on a vu le succès de Paris 2024. Pourtant, qu'est-ce qu'on a entendu ? Oui. Ça va être une catastrophe, c'est dangereux, vous vous rendez pas compte. C'est bien français tout ça. C'est très français. Enfin là, ils étaient quand même allés très très loin. Moi, je me souviens quand même d'un responsable politique national qui disait que la cérémonie d'ouverture sur la Seine, c'était criminel. Éric Ciotti pour ne pas le citer. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. On a, je pense, livré les jeux les plus réussis de l'histoire des jeux. Enfin, on est un peu chauvin quand même, on est français. Mais objectivement, tout le monde a salué ces jeux. Un engouement sur les Paralympiques aussi qui était juste exceptionnel. Bon, il se trouve que dans la candidature, il y avait aussi la possibilité d'avoir les Jeux d'hiver en 2030. Moi, en tant que Savoyarde, et quand on sait ce qu'ont apporté les Jeux en 92 à notre territoire, je crois qu'on peut que se réjouir à nouveau que les Alpes françaises puissent accueillir des Jeux. L'avantage qu'on a, vous l'avez effleuré dans votre présentation, c'est que grâce aux infrastructures de 92 que nous avons maintenues, en tout cas en Savoie, on va avoir des Jeux qui vont être les plus sobres possibles. Sobres budgétairement, je vous rappelle qu'on s'est fixé une enveloppe de 2 milliards maximum. Alors en ce moment, c'est sûr qu'on cherche des économies, mais enfin on parle de 2030. Donc l'idée c'est qu'on lisse les choses et qu'on arrive à garder cette enveloppe. Des Jeux qui soient sobres écologiquement. Donc moi, quand j'entends des gens comme Mathilde Panot qui sur les écrans de télévision nous disent « Vous allez construire des éléphants blancs dans la montagne », j'ai juste envie d'inviter Madame Panot à ce qu'elle vienne voir nos installations parce qu'elles sont déjà là, en fait. Donc moi, je veux bien qu'on raconte n'importe quoi, mais nos tremplins de ski, le département les a maintenus, les communes les ont maintenus à Courchevel, la piste de bobsleigh, elle est maintenue. La Plagne. Donc nos installations, elles sont là, et demain, avec le réchauffement climatique, parce qu'on nous impose aussi beaucoup ça, il y a peu de destinations dans le monde qui auront encore la chance d'avoir de la neige et de pouvoir organiser de tels grands événements. Bon, nous on a cette chance. Pourquoi on s'en priverait? Même pour l'avenir. Donc il y aura quelques infrastructures qui seront encore à livrer, notamment je pense au village olympique à Beauzelle. Mais pareil, village olympique qui derrière servira pour d'autres fonctions, notamment de logement. Et on sait que sur ce secteur, on a besoin de logement. Donc j'ai eu la chance d'être nommé rapporteur pour le volet urbanisme du projet de loi olympique qui va arriver dès la semaine prochaine. Et donc le volet urbanisme, il nous permet justement de travailler pour faciliter les démarches d'urbanisme pour construire notamment le village olympique, par exemple. Mais c'est extrêmement important. Je crois qu'économiquement pour le territoire, ça va être, il y aura des retombées, c'est certain. On l'a vu en 92 et on en aura encore en 2030. Et puis surtout, et là je reprends mon ancienne casquette d'ancienne ministre du Tourisme et je suis très attachée à ça. Ça va être la vitrine non pas seulement des Alpes, mais de toute la montagne française. Il faut vraiment que ces Jeux olympiques, ça soit la vitrine du savoir-faire français en matière d'aménagement de la montagne. Et aussi de la montagne l'été, parce que il y aura les Jeux d'hiver, mais ça va aussi nous permettre de mettre en avant tous nos massifs. Donc c'est une vraie chance pour notre pays.
C'est-à-dire nos massifs savoyards, mais également l'Oisans, le Briançonnais. Tout, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est organisé autour de 4 pôles, mais les Pyrénées, il pourra y avoir des centres d'entraînement dans les Pyrénées, comme on a eu, par exemple, pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, des centres d'entraînement partout en France. L'idée, c'est que ça soit l'entièreté de la montagne française qui puisse rayonner au travers de ces Jeux. Concevoir l'avenir comme une chance et une Absolument. opportunité. Alors, j'entends beaucoup aujourd'hui... La montagne, c'est certainement, avec le littoral, les 2 zones géographiques les plus exposées aujourd'hui aux risques climatiques et au réchauffement climatique. On le voit, nos routes qui s'effondrent, nos lacs sous-glaciaires qui se forment. Voilà. On n'est pas complètement déconnecté des réalités. On sait ce qui se passe sur notre terrain. On le monitore, on le regarde. On est équipé. Moi, je pense qu'il faut saisir cette chance et il faut y aller. C'est une chance pour notre territoire, ces Jeux Olympiques, et ça nous oblige aussi à fournir des infrastructures qui soient résilientes. Donc c'est une chance aussi pour demain. Chaque investissement qui est porté doit nous servir demain à avoir un territoire beaucoup plus résilient. Merci Marina Ferrari. Merci à vous. Pour ces interventions sur ces différents thèmes. On aurait probablement... On aura encore tellement à dire. On aurait pu évoquer bien d'autres thèmes, mais je me tourne vers... Sandra et Jean-Pierre, et je pense qu'il est temps effectivement de clore. Il est bientôt temps, des échanges. Benjamin, de rendre l'antenne à 18h09 en disant un très grand merci à Marina Ferrari d'être venue en direct dans notre studio. On va pas lui parler de son avenir parce que je pense qu'elle le connaît pas plus que nous. Est-ce que dans quelques semaines elle sera encore députée? Est-ce qu'elle sera nouveau ministre? Tout peut être possible. Alors moi je n'ai qu'une ambition pour l'instant, c'est de passer ce 8 septembre parce que ça va être compliqué. En responsabilité, moi je ne voterai pas contre la confiance au gouvernement, non pas parce que c'est François Bayrou, parce que dans le projet de budget tel qu'il était, il y avait des choses qui ne me convenaient pas non plus, voilà, mais parce que je crois qu'aujourd'hui tous les responsables politiques dignes de ce nom doivent comprendre qu'on n'a pas besoin à nouveau de se passer de gouvernement et qu'on a plutôt besoin de stabilité. Après, c'est à nous parlementaires de faire des propositions dans les économies qui ont été mises sur la table pour faire évoluer ce budget. Il faut avoir le temps de les faire aussi. Il faut avoir le temps de les faire, mais donc moi je préfère être une parlementaire qui va faire des propositions pour par exemple éviter les 2 jours fériés en moins. Oui. Moi, oui, je crois que vous êtes contre ces 2 jours fériés. Oui, moi je suis pas en favorable à cette mesure, mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve 4 milliards d'euros d'économies ailleurs, et à nous de faire des propositions pour les trouver, voilà. Et donc plutôt que de renverser un gouvernement, ce qui va encore nous mettre davantage dans la difficulté, je crois qu'en responsabilité, tous les parlementaires, on doit trouver des solutions. Penser à la France. Absolument. Avant de penser à 2027. En tout cas, est-ce que dans cette fragmentation de la vie politique qu'on qualifiera de tripartite, vous êtes confiante dans la possibilité de pouvoir dégager un consensus, des consensus budgétaires? Là, j'en appelle à une autre casquette qui est effectivement la vôtre. C'est toujours difficile, mais moi je pense qu'il y a un chemin. Voilà. Après, il faut que chacun assume sa responsabilité. Moi, je ne veux pas être aujourd'hui celle qui va amener le désordre. Voilà. Avant de rendre l'antenne, j'ai quelque chose de plus personnel à dire. C'est possible. Mais bien sûr. On a encore plein de choses à dire. Je manquerais à tous mes devoirs si je ne souhaitais pas aujourd'hui un bon anniversaire à notre cher Jean-Pierre Jarouin. Oh, merci Marina. Joyeux anniversaire Jean-Pierre. Merci beaucoup Marina pour ces quelques mots. Et on va finir comme on aime finir ici avec la question RGL. Ah oui, tout à fait. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Elle dure quand même un petit peu. Marina, pour être parlementaire, pour être ministre, il faut de l'énergie. Il faut savoir être un petit peu partout à la fois. Il faut se lever de bonne heure. Il faut se coucher tard, des nuits courtes. Il faut toujours être au top. Comment fait-on pour avoir toujours la même énergie? À quoi est-ce qu'on carbure quand on est Marina Ferrari pour être toujours en forme et conserver un peu cette énergie, cet enthousiasme? Bon, un petit violon de Jongieu, mais avec modération et en beau quantum le plus souvent possible. Un tome de Saint-Ours. Bien sûr. Merci Marina Ferrari, députée de la première circonscription de la Savoie. Dans les traces quand même de quelqu'un qu'on n'a pas parlé, c'est le tonton. Oui, c'est mon nom, Gracien Ferrari. Ouais. Gracien Ferrari qui a été maire d'Aix-les-Bains et député également. Donc la tradition perdure. Oui, mais on est une famille engagée. J'ai ma sœur qui est également maire sur les déserts. J'ai une cousine qui est adjointe au maire à Brison-Saint-Innocent. Ma tante qui a été 18 ans première adjointe à Grésy-sur-Aix. Voilà, donc c'est une famille engagée.
Tout à fait. Mais on aime ça, on aime notre territoire. Marina Ferrari qui était en direct avec nous. Merci à Benjamin Bérou. Merci Tu Jean-Pierre. rentres bientôt pour le Grand Bain de l'Écho. Oui, très vite. Avec un élu aussi, je crois. Oui, Nicolas Verriot, qui est élu effectivement à l'urbanisme. Voilà, mais qui viendra pour adjoint ses à la fonctions municipalité, qui viendra nous parler essentiellement de son activité professionnelle. Et ce sera le jeudi 4 septembre prochain. Je rappelle que le Grand Bain de l'Écho, c'est les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Donc la première livrée de la saison, ce sera pour le 4 septembre à 18h30. Alors le 4 septembre, c'est quand même top, puisqu'on se rappelle tous que c'est la date de création de la République en France en 1871, et donc avoir une élue de la République qui siège au Palais Bourbon. Jean-Pierre, l'historien des institutions ça termine très très bien cette émission en tout cas. L'historien des institutions que tu es ne pouvait pas évidemment nous épargner cette référence républicaine. Bonne soirée à toutes et à tous, et merci encore Marina Ferrari. Merci Jean-Pierre et merci aux auditeurs. Merci infiniment Madame la Ministre, merci à toutes et à tous. Radio Grand Lac.